Il a bâti un empire jusqu'à ce que la femme qu'il a rejetée se relève des ruines, portant son enfant et escortée par un milliardaire qui a compris sa valeur. Bonjour la famille. Bienvenue sur Histoire Vraie. Abonnez-vous et aimez-nous, cela compte beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications de publication pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci de votre compréhension. Détendez-vous et découvrez l'histoire. Le Penthouse était silencieux, à l'exception du bourdonnement lointain de la circulation urbaine en contrebas et du tic-tac rythmé d'une horloge murale ancienne. La dernière acquisition de Jonathan Stone, acquise lors d'une vente immobilière parisienne. Scarlett était assise au bord de la méridienne en cuir, une main posée sur son ventre gonflé, l'autre serrant une enveloppe à moitié pliée qu'elle n'avait pas encore ouverte. Ses pieds lui faisaient mal. Son dos hurlait. Son cœur, cependant, était le plus lourd de la pièce. Elle jeta un coup d'œil à l'entrée juste au moment où la porte d'entrée s'ouvrait avec un bruit théâtral, suivi du claquement de chaussures de créateur sur le sol en marbre importé. Jonathan entra comme un homme montant sur scène, costume impeccable, cravate desserrée, et l'odeur caractéristique du champagne et de l'ego. Il tenait un téléphone à la main, lui accordant à peine un regard. Son autre main gesticulait avec animation tandis qu'il parlait. « Oui, Forbes veut une citation. Dis-leur que je leur accorde 10 minutes demain. Max, dit-il au téléphone, souriant comme si le monde n'existait que pour sa satisfaction. Ce n'est pas tous les jours qu'un homme conclut un contrat à 9 chiffres avant le déjeuner. Il jeta le téléphone sur le buffet, retira sa veste et se tourna enfin vers elle. Scarlett sourit faiblement, pleine d'espoir malgré elle. « J'ai vu les nouvelles. »« Felicitations, Jonathan. » Il cligna des yeux. Pendant un instant, il la regarda comme s'il cherchait à se rappeler le rôle qu'elle avait joué dans sa vie. Puis il ricana, alla à la cuisine et ouvrit la cave à vin. « Épargne-moi tes sourires de concours, Scarlett. Nous savons tous les deux que tu nies, et pour rien. » Son souffle s'accéléra. Elle se redressa lentement, essayant de se libérer du poids de sa grossesse, tant physique qu'émotionnelle. « J'essayais juste d'être gentil. »« Gentil » répéta-t-il en se versant un verre de Bordeaux. Il but une longue gorgée, son regard se posant sur elle comme si elle était quelque chose de désagréable sur lequel il avait marché. « Tu étais l'oncle, le poids mort que je devais trimballer pendant mes études de droit, celui qui m'a supplié de rester quand j'ai reçu des offres à New York et à Singapour. Et regarde-toi maintenant, pieds nus, bouffi, attendant que je te lance un os comme un chien. » Les mots tombaient comme des claques, chaque syllabe étant acérée, calculée, impitoyable. Scarlett sentit la douleur familière dans ses yeux, mais elle refusa de pleurer. Pas devant lui. Pas encore. Elle se releva prudemment, les mains s'agitant instinctivement pour soutenir son ventre. « Tu m'aimais » dit-elle doucement. « Nous parlions de construire quelque chose ensemble. Une vie, une famille. » Jonathan rit, d'un rire froid et creux. « Je t'ai dépassé, Scarlett. C'est ce que tu n'arrives pas à comprendre. J'ai construit quelque chose. Tu étais là, tout simplement. Décorer notre maison et prendre des vitamines prénatales ne sont pas une contribution. C'est de la charité. » Elle cligna des yeux, stupéfaite. « J'ai tout abandonné pour te soutenir. » « Personne ne te l'a demandé, rétorqua-t-il en se dirigeant vers le couloir. « Tu l'as fait parce que tu n'avais rien d'autre à offrir. » Le silence qui suivit fut pesant, empli d'insultes non dites et de ressentiments enfouis. Il s'arrêta sur le seuil de leur chambre autrefois partagée et la regarda avec un ricanement. « Tu n'es plus une épouse. Tu es un fardeau. Une ordure livrée dans une jolie boîte. Je n'ai plus besoin de toi maintenant. » Scarlett ne parlait pas. Elle ne pouvait pas. Elle pouvait à peine respirer. Jonathan disparut dans la chambre et revint quelques instants plus tard avec un sac de sport et une montre Rolex qu'il y jeta comme de la monnaie. « Je séjournerai au Langham. N'appelez pas. Ne vous présentez pas. Ne vous ridiculisez pas. » Et puis il est parti. Comme ça. La porte s'est refermée derrière lui avec un bruit sec, et le Penthouse est tombé dans un silence étrange. Scarlett se tenait au centre, tremblante, une main agrippée au dossier d'une chaise pour garder l'équilibre. Le poids de son enfant lui pesait sur la colonne vertébrale, lui rappelant qu'elle n'était pas seule. Elle était dévastée, humiliée, mais quelque chose en elle s'éveilla, quelque chose enfoui sous des années de compromis et de silence. Ce n'était pas de la rage. Pas encore. C'était le premier souffle de lucidité. Cet après-midi-là, la ville était couverte d'un manteau gris de bruine. Le ciel avait oublié comment être bleu,
et les trottoirs miroitaient de flaques d'eau froide reflétant le flou des gens trop occupés pour lever les yeux. Scarlett resserra son manteau, un vieux morceau de laine qui ne boutonnait plus sur son ventre qui s'arrondit, et continua son chemin. Elle aurait pu faire demi-tour. Elle y avait songé plus d'une fois. Mais quelque chose en elle la poussait à se diriger vers l'exposition d'art de l'Upper East Side. Ce n'était plus le genre d'endroit auquel elle appartenait. Pas sans Jonathan. Pas avec des chevilles enflées et des bottes d'occasion. Pourtant, lorsque son ancien ami d'université, Ella, lui avait envoyé une invitation de dernière minute avec un gentil « Tu dois sortir », elle n'avait pas pu refuser. Elle était donc seule, fatiguée, peu sûre d'elle. Mais ici, la galerie était une oasis de lumière et de calme. Des peintures et des sculptures abstraites emplissaient l'espace minimaliste, tout en blanc éclatant et en touches de couleurs audacieuses. L'air sentait légèrement les agrumes et le vernis. Un doux jazz résonnait au-dessus de sa tête, contrastant fortement avec le chaos intérieur. Elle errait silencieusement, essayant de ne pas attirer l'attention. Ses mains reposaient délicatement sur son ventre, comme pour protéger son enfant du jugement. Des invités élégants sirotaient du champagne, discutant à voix basse de coups de pinceau et de symbolisme. Scarlett se déplaçait entre eux tel un fantôme, mi-présent, mi-effrayé. C'était la toile d'une femme debout au bord d'une tempête qui attira son regard. Peinte dans des gris sourds et des jaunes pâles, la silhouette se tenait seule, les cheveux en bataille au vent, le dos droit. Il y avait quelque chose de provoquant dans sa posture. Quelque chose de familier. Vous voyez aussi cette détermination, n'est-ce pas? La voix était basse, posée et masculine, suffisamment proche pour la surprendre. Scarlett se retourna et se retrouva face à un homme qui ne semblait pas non plus à sa place. Non pas d'une manière qui suggérait la pauvreté, mais d'une manière qui suggérait que le pouvoir s'était lassé de jouer. Il portait un manteau bleu marine sur mesure, le col légèrement relevé, et il tenait son verre comme s'il n'avait pas bu une gorgée depuis des heures. Ses yeux, d'un gris assez froid mais bienveillant, l'observaient sans s'imposer. « Je suis désolé, dit-elle, hésitante. Le tableau, répondit-il en désignant la toile. Tout le monde voit de la peur. Moi, je vois de la détermination, comme si elle allait affronter la tempête, et non la fuir. Scarlett jeta un coup d'œil au tableau. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Elle se sentit soudain perçue comme elle ne l'avait pas été depuis des mois. « Jay, je crois que tu as raison, » murmura-t-elle. Il sourit, les yeux plissés. « Au fait, je suis Ethan. Ethan Blackwell. » Son souffle s'arrêta un instant. Elle reconnut le nom, Blackwell Holdings. L'une des rares milliardaires de la ville dont l'argent n'était pas lié à un scandale, du moins pas à une fuite. « Je suis Scarlett, » dit-elle doucement. Stone. Ethan haussa légèrement un sourcil, mais n'insista pas. « Enchanté de te rencontrer, Scarlett Stone. » Il y eut un moment de silence. « Tu n'es pas là pour l'art, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. Elle hésita. Son instinct lui disait de mentir. Disons qu'elle ne faisait que regarder. Mais elle en avait assez de faire semblant. « Non, » dit-elle, se surprenant elle-même. « J'avais besoin d'être ailleurs. Même si cela signifiait me retrouver dans une pièce pleine d'inconnus n'ayant rien à offrir, si ce n'est un peu de courage. » Ethan hocha lentement la tête, puis s'approcha légèrement. Ni trop près, ni imposant. Ce genre de courage est plus rare qu'on ne le pense. Scarlett baissa les yeux, soudain gênée. « Je suis désolée. Je suis enceinte, dépassée et j'en dis clairement trop. Ça ne me dérange pas, a-t-il dit. En fait, j'aimerais bien l'écouter. » Elle leva les yeux vers lui, perplexe. « Je n'essaie pas de te guérir, ajouta-t-il. Mais quelque chose me dit que tu as été réduit au silence trop longtemps. Et ça me dérange. » Il y avait quelque chose de ferme dans sa voix. Anchor. Sans pity, sans performance. Just stable. Alors elle le lui dit. Pas tout. Mais assez. Elle lui a parlé de Jonathan. De la trahison. De elle abandon. Les mots qu'elle entendait encore chaque soir comme des disques rayés. Elle n'a pas pleuré. Pas une seule fois. Mais ses mains tremblaient. Ethan écoutait, sans l'interrompre. Son regard ne vacillait pas. Quand elle eut fini, elle se sentit plus légère. Pas guérie, mais plus vidée. « Je ne sais pas ce que je vais faire, » admit-elle. « J'ai peur. » Il hocha la tête. « Bien. La peur nous rend humains. Mais ce qu'on fait ensuite, c'est là que se forge la force. » Scarlett lui adressa un petit sourire presque timide. « Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais. »« Toi non plus, » dit Ethan. Puis, après un silence,
si tu veux vraiment sortir, Scarlett, je peux t'aider. Elle cligna des yeux. Pourquoi? Parce que je ne crois pas que des gens comme Jonathan devraient gagner. Et je pense que tu mérites mieux que la survie. Tu mérites de construire. Scarlett le fixa du regard, hésitant à croire ce qu'il lui proposait. Mais pour la première fois depuis des mois, elle sentit une graine de possibilité germer dans sa poitrine. Et cette nuit-là, sous les lumières tamisées d'une galerie d'art en plein cœur de la ville, une porte s'ouvrit doucement dans sa vie. Une porte que Jonathan ne pouvait plus contrôler. Le premier appel arriva le lendemain matin. Scarlett était assise à sa petite table de cuisine dans le 2 pièces où elle avait emménagé après avoir quitté le Penthouse. Rien à voir avec le luxe aux murs de verre qu'elle avait connu autrefois. Mais c'était le sien. Une tasse de thé ébréché était posée devant elle, intacte. La ville se déplaçait à l'extérieur de la fenêtre embuée, indifférente et bruyante. À l'intérieur, le silence était dense. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. Elle hésita, le pouce en l'air. Puis répondit. Scarlett Stone demanda une voix féminine, nette et professionnelle. Oui, je m'appelle Maria Chung. Je travaille chez Blackwell Legal Associates. Maître Ethan Blackwell m'a demandé de la contacter. Il a dit que tu étais prêt. Scarlett se figea. Prêt? Le mot résonna comme un défi. Et oui, je crois que oui. Bien, nous allons commencer à préparer les premières démarches de divorce. Vous n'avez pas à vous soucier des aspects financiers. Monsieur Blackwell a autorisé une assistance complète. Nous vous enverrons un coursier avec les documents cet après-midi. Il nous a également demandé de vous réserver un thérapeute privé et un gynécologue obstétricien de votre choix. Scarlett déglutit difficilement. C'est très généreux. Maria Marquand passe. Il ne considère pas cela comme de la charité. Il considère plutôt que c'est une justice qui aurait dû être rendue. Scarlett termina l'appel avec un étrange cocktail d'émotions en elle. Gratitude, incertitude et une vague impulsion de pouvoir. Elle n'était plus une victime en cage. Elle bougeait. Elle faisait des choix. 3 semaines passèrent dans un tourbillon de paperasse et de tempêtes. Jonathan ne l'a pas bien pris. Il n'a même pas fait semblant d'être surpris lorsque les papiers du divorce sont arrivés à son cabinet. Il a ri, arrogant et amusé, jusqu'à ce que son équipe juridique l'informe que Scarlett ne se contentait pas de déposer une demande. Elle avait une force juridique derrière elle. Une force juridique puissante. Il s'attendait à des larmes, des supplications, une dernière chance de la voir se défaire. Au lieu de cela, il découvrit des signatures claires et un détachement qu'il ne comprenait pas. « Tu veux vraiment faire ça ?» demanda-t-il un soir, au cours d'un appel tendu, la voix crispée par l'incrédulité. Le ton de Scarlett était calme. « Tu l'as déjà fait. Tu repartiras sans rien. »« Non, » dit-elle presque doucement. « Je repars avec tout ce que tu as essayé de détruire sans succès. » Il lui a raccroché au nez. Le lendemain, plusieurs blogs ont appris que Jonathan Stone était impliqué dans un divorce particulièrement difficile. Les spéculations allaient bon train. Son image de père de famille et de visionnaire passionné commença à se ternir. Quelques membres du conseil d'administration annulèrent leur réunion privée. Scarlett ne prêta pas attention aux gros titres. Elle resta concentrée sur sa propre reconstruction. Ethan tint parole discrètement et sans fanfare. Il ne l'a jamais harcelée, ne lui a jamais donné l'impression d'être redevable. Il a présenté à ses conseillers, lui a demandé ce qu'elle souhaitait vraiment, non seulement pour elle-même, mais aussi pour son enfant, pour sa vie. « Je veux ouvrir un centre. » A-t-elle avoué un soir, autour d'un café, dans son bureau minimaliste, pour les femmes comme moi, abandonnées, humiliées, laissées sans rien, tandis que le monde continue de vanter leur mari. Ethan ne broncha pas. Il hocha simplement la tête. « Bien, » dit-il. « Nous commencerons par une étude de faisabilité, puis un business plan. J'apporterai le capital d'amorçage. Vous vous en occuperez. Rends-le réel. » Scarlett le fixa du regard. « Pourquoi fais-tu ça ?» Ethan se pencha en avant, le regard fixe, car les gens comme Jonathan pensent que le pouvoir est une cruauté. Mais le vrai pouvoir, c'est la capacité à reconstruire. Et c'est ce que je vois en toi. Le divorce s'est finalisé discrètement. Scarlett n'est pas venue au tribunal. Elle n'en avait pas besoin. Maria s'est occupée de tout. Jonathan s'est battu, bien sûr, non pas parce qu'il voulait la récupérer, mais parce qu'il détestait perdre. Mais chacun de ses mouvements était contré. Chaque petite tactique désamorcée.
Il signa les derniers documents à 11h43, un lundi. Seul, furieux. Et Scarlett, assise près de la fenêtre de son nouveau bureau au-dessus d'une boulangerie de Soho, contemplait le lever du soleil, les mains posées sur son enfant, un léger sourire aux lèvres. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait libre. Pas perdue. Pas petite. Libre. L'ancienne Scarlett aurait hésité avant d'entrer dans une salle de réunion. Elle se serait regardée à 2 reprises dans le miroir, aurait remis en question ses pensées et aurait attendu que quelqu'un d'autre lui montre la voie. Mais Scarlett avait disparu. Elle ajusta la bride de ses talons, passa une main sur son ventre rond pour la rassurer silencieusement et poussa les portes vitrées de l'espace de coworking du centre-ville comme si elle y avait sa place. Parce que c'était le cas. L'espace qu'Ethan lui avait réservé n'était pas somptueux, mais il débordait de potentiel. Des murs en briques apparentes, de hautes fenêtres laissant entrer le soleil de l'après-midi, et une longue table en chêne où sa petite équipe installait déjà ordinateur portable, mood board et café. Scarlett avait personnellement interviewé chaque femme de son équipe. La plupart étaient mères, certaines avaient survécu à des souffrances similaires. Toutes étaient des rêveuses. Le projet n'était plus une simple idée. Il avait un nom, Scarlett Haven. Un havre pour les femmes, pour les mères, pour toutes celles qui tentent de se sortir des ruines d'une relation, d'une réputation ou d'un passé sous lequel on a tenté de les enterrer. Ethan passait de temps en temps, toujours respectueux, toujours bref. Il ne lui parlait jamais d'une manière qui lui donnait le sentiment d'être aidé. Il posait des questions, écoutait ses idées, lorsqu'elle doutait d'elle-même, lui rappelait ce à quoi elle avait déjà survécu. Un soir, alors que l'équipe faisait ses bagages et partait, Ethan s'attarda. « Vous ai-je jamais remercié ?» demanda-t-elle doucement, debout à la fenêtre, sous les lumières de la ville qui vacillaient en contrebas. « I'll house a unsourcel. » Pourquoi? Pour m'avoir vu alors que je me sentais invisible. Tu n'avais pas besoin que je te voie, dit-il. Il te fallait juste un miroir intact. Scarlett le regarda, touché en un endroit trop profond pour être nommé. Toujours. Merci. Ethan hocha la tête, puis sourit. Maintenant, remercie-toi. C'est toi qui construis. Les semaines sont devenues des mois. Scarlett suivait des cours de commerce en ligne, tard le soir, les chevilles enflées, appuyées sur des oreillers. Elle a rencontré les responsables de la santé de la ville, les investisseurs qu'Ethan lui a présentés et les professionnels de la santé qui allaient devenir l'épine dorsale des programmes du centre. Il y avait des jours où elle avait envie de s'effondrer. Des jours où la douceur d'être une femme entretenue lui manquait. De laisser quelqu'un d'autre décider de tout. Mais alors elle se souviendrait du silence du Pentouse. La cruauté dans la voix de Jonathan. La façon dont elle s'était autrefois réduite à une version plus petite pour participer au succès d'autrui. Plus maintenant. Le moment qui a tout changé est arrivé sous la forme d'un discours. Une invitation de dernière minute est arrivée. Une table ronde sur l'équité en santé maternelle et la résilience entrepreneuriale avait été organisée. Un intervenant avait abandonné. Scarlett Stone, la fondatrice de Scarlett Haven, serait-elle prête à prendre leur place? Ses mains tremblaient en le lisant. Elle faillit dire non. Puis elle pensa aux femmes qui avaient été écartées. Ceux qui étaient assis chez eux en ce moment, brisés, invisibles, ignorés. 2 semaines plus tard, elle se tenait devant une salle remplie de PDG, de décideurs politiques et de responsables médicaux. Enceinte de 8 mois, radieuse dans une robe bleu marine sur mesure. Sa voix était ferme et assurée. Je croyais autrefois que la force était synonyme d'endurance, commença-t-elle. Elle resta silencieuse. Sourire malgré la douleur. Mais j'ai appris que la vraie force, c'est de se choisir soi-même après que quelqu'un d'autre a décidé qu'on ne valait plus la peine d'être choisi. Il y eut un silence. Puis des applaudissements. Ensuite, les journalistes ont posé des questions. Les appareils photos ont fait des flashs. Les gens ont cherché son nom sur Google. Non pas parce qu'elle était l'ex de Jonathan, mais parce qu'elle avait quelque chose à dire. Ce n'était pas une épouse oubliée. Elle n'était pas un fardeau abandonné. Elle n'était pas le symbole de la chute de quelqu'un d'autre. Elle était Scarlett. Encore une fois, et pour la première fois depuis très longtemps, elle n'avait pas l'impression de survivre. Elle avait l'impression de vivre. L'invitation arriva sur du papier cartonné ivoire, scellé à la cire dorée et calligraphié. Le gala annuel de Bright Future, un événement où la richesse s'exhibait et où les réputations se nouaient sous les applaudissements et le champagne. Scarlett fixait l'invitation dans sa main, ses doigts effleurant son nom. C'était le même événement que Jonathan avait du trône de l'élite de la ville.
Le même événement où il avait prévu d'exhiber Cassandra, la maîtresse par laquelle il l'avait remplacée. Le même événement où il lui avait un jour dit qu'elle ne serait plus jamais la bienvenue. Comme c'est poétique, pensa-t-elle en déposant l'invitation et en regardant l'homme assis en face de lui. Ethan Blackwell, calme comme toujours, veste de costume sombre jetée sur sa chaise, manches retroussées, un stylo dans une main et un tableur dans l'autre. « J'y vais » demanda-t-elle doucement. Il ne levait les yeux que si tu le voulais. « Je ne veux pas y aller pour être vue, » dit-elle. « Je veux y aller pour qu'on se souvienne de moi. » Ethan sourit, non pas avec amusement, mais avec une fierté discrète. « Alors je serai honoré de vous accompagner. » La soirée de gala fut un chef-d'œuvre d'élégance. L'hôtel Cristal Renaissance brillait tel un joyau dans le ciel nocturne. Des valets en gants blancs, des orchestres derrière des rideaux de velours, un tapis rouge déroulé sous l'élite de la ville. À l'intérieur, les clients bourdonnaient comme des abeilles dans une ruche éclairée par des lustres. Les flûtes de champagne tintaient, les rires résonnaient et les caméras balayaient la salle de bal. Jonathan se tenait au centre de l'attention, vêtu d'un smoking bleu nuit, Cassandra à son bras, vêtue d'une robe argentée plongeante. Il avait tout du milliardaire. Son sourire était lisse, son rire perçant. « Cette année, ce sera moi qui prendra la parole », a-t-il plaisanté devant un groupe d'investisseurs, sirotant une gorgée dans un verre en cristal. Pourquoi laisser l'humilité prendre le pas sur la vérité? La foule a ri. Mais tout s'est arrêté. Les portes se sont ouvertes. Les têtes se sont tournées. Les conversations s'éteignirent comme des cordes brisées. Elle entra. Scarlett, enceinte de 8 mois, vêtue d'une robe fluide en satin noir au décolleté argenté qui scintillait comme la lumière des étoiles. Ses cheveux étaient relevés, sa posture royale, son regard serein. À son bras se trouvait Ethan Blackwell, dont la simple présence réorganisait l'atmosphère de la pièce. Halitments. Des murmures. Ses yeux s'écarquillèrent, reconnaissant non seulement Ethan, mais aussi la femme à ses côtés. Celle qui avait été autrefois rejetée comme une relique oubliée. Mais elle n'était pas oubliée. Toutes les têtes se tournaient. Les caméras la retrouvaient. Les téléphones furent discrètement décrochés. Scarlett marchait lentement, chaque pas posé. Sans ostentation. Pas de performance. Réclamation. Le verre de Jonathan se figea, à mi-chemin de ses lèvres. Sun Surir Esafaka. Cassandra s'agita à côté de lui, mal à l'aise, tirant sur sa robe tandis que des murmures parcouraient la pièce comme une traînée de poudre. « C'est ça? Attends, elle est avec Blackwell? Elle est magnifique. » Jonathan finit par bouger et traversa la pièce en trombe, le visage rouge. « Qu'est-ce que c'est que ça? » siffla-t-il en les rejoignant. Scarlett se tourna vers lui. « Calme. C'est ce qu'on appelle un retour. » Ethan n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. Le regard de Jonathan se posa sur Ethan, puis de nouveau sur Scarlett. « Tu n'as rien à faire ici. » Elle se pencha légèrement. « Tu l'as dit la dernière fois. Mais me voilà. Et cette fois, je ne suis pas venu seul. » Ses paroles étaient douces. More tales. Et définitives. Jonathan serra les mâchoires, son sang-froid se brisant comme de la glace. Les caméras à proximité captaient tout. Quand Scarlett et Ethan s'éloignèrent, la foule s'écarta. Respect she used it. It's strange. Cassandra le suivit jusqu'à leur table en silence, son bras plus lâche qu'avant. À la fin de la soirée, les investisseurs qui avaient autrefois flatté Jonathan chuchotaient dans son dos. Le président du conseil d'administration de sa société s'excusa poliment en cours de conversation et tendit plus tard sa carte de visite à Ethan. Cassandra resta silencieuse pendant tout le trajet du retour. Le lendemain matin, elle partit sans dire au revoir. Scarlett n'avait pas besoin de se réjouir. Elle n'avait pas besoin de se venger. Le gala avait eu cet effet sur elle. Elle n'avait pas élevé la voix. Elle n'avait rien exigé. Elle est arrivée, tout simplement, dans sa vérité, dans sa force, dans sa renaissance. Et le monde l'a remarqué. Au lendemain du gala, les médias se sont montrés impitoyables. Le milliardaire Jonathan Stone snobé par son ex-femme enceinte et PDG Ethan Blackwell lors d'une apparition surprise au gala. Changement de pouvoir. Le retour triomphal de Scarlett Stone, Fate Sensation au Gala Bright Futures. De maîtresse à gâchis, le cauchemar des relations publiques de Jonathan commence. Jonathan était assis seul à la tête d'une longue table de conférence en acajou dans la salle de réunion de son entreprise, au 40e étage. Les gros titres lui parvenaient sur l'écran géant accroché au mur.
Ses assistants s'agitaient nerveusement. Son attaché de presse, une femme qui avait depuis longtemps cessé de faire semblant de l'apprécier, lut les déclarations avec une certaine lenteur. On appelle ça de la justice poétique, dit-elle sèchement. Certains spéculent sur des pertes d'investisseurs privilégiés. Le partenariat de Scarlett avec Blackwell est à la mode. 4 sponsors se retirent de la campagne du prochain trimestre. Et Cassandra, Jonathan Stephen, a fait une déclaration à Vanity Street. Elle est reprise partout. Il n'a pas demandé de précision sur cette déclaration. Il n'en avait pas besoin. Il avait vu le regard de Cassandra la veille. Celui qui disait qu'on avait perdu plus que le contrôle. Tu as perdu toute pertinence. Sa mâchoire se serra lorsque la porte s'ouvrit, et l'un des membres les plus éminents de son conseil d'administration entra, le regard dur. Il faut qu'on parle. Pendant ce temps, Scarlett était assise dans un café ensoleillé de l'autre côté de la ville, un carnet ouvert et un stylo entre les doigts. Elle ne lisait pas les nouvelles. Elle n'en avait pas besoin. Les vraies victoires ne se lisaient pas dans les gros titres. Elles se trouvaient dans les courriels qui affluaient dans sa boîte mail de Scarlett Haven, de la part de femmes de tout le pays. Des femmes qui la remerciaient. Des femmes qui se demandaient comment prendre un nouveau départ. Des femmes qui avaient trouvé l'espoir rien qu'en la voyant se tenir fièrement dans cette salle de bal. Elle était devenue bien plus qu'un symbole. Elle était devenue la preuve. La preuve qu'on pouvait être mis au rebut et pourtant reconstruire. Qu'on pouvait être traité de déchet et pourtant devenir un trésor. Qu'on pourrait tout perdre et se retrouver sous les décombres. De l'autre côté de la table, Ethan remuait son expresso. « Tu sais ce qu'ils diront ensuite » murmura-t-il. Elle leva les yeux. « Tu étais là uniquement parce que je t'ai financé. » Elle sourit faiblement. « Alors qu'ils viennent voir ce que j'ai construit. » Ethan se laissa aller dans son fauteuil, impressionné. Une fois de plus. « Tu n'as plus peur, n'est-ce pas ?» Scarlett secoua lentement la tête. « Je n'ai jamais eu peur d'échouer. J'avais peur de n'être rien. Mais maintenant je sais. Je n'ai jamais été rien. J'étais juste entre de mauvaises mains. » De retour dans le monde de Jonathan, les fissures se sont élargies. Le cours de son entreprise a d'abord légèrement chuté, puis avec une acuité accrue. Les investisseurs ont commencé à s'interroger, non seulement sur ses performances, mais aussi sur son jugement. Son nom était autrefois synonyme de croissance dynamique. Cela laissait désormais entrevoir un scandale personnel et une certaine instabilité. Pire encore, l'interview de Cassandra confirmait tout ce que le public soupçonnait. Il traitait les gens comme des objets. Il voulait s'approprier le pouvoir, pas le gagner. Je suis resté trop longtemps. Je n'en suis pas fier. Elle a conclu par une citation énigmatique. La femme qu'il a laissée derrière lui est celle qu'il a surpassée. Je l'admire plus que je ne l'ai jamais admiré. Internet explose. Jonathan aussi. Il a saccagé son bureau cette nuit-là, brisé une carafe en cristal, crié sur 2 assistants et renvoyé un de ses stagiaires pour avoir respiré trop fort. Mais aucune colère ne pouvait renverser la vapeur. Il n'était plus le sujet principal. Scarlett, lui. Lors d'un dîner de réseautage privé organisé par une société de capital risque influente, le nom de Scarlett figurait sur la liste des invités. Non pas comme invitée, mais comme intervenante. Celui de Jonathan n'y figurait absolument pas. Dans le calme de son appartement, les murs qui autrefois lui donnaient l'impression d'être un roi ressemblaient désormais à des barreaux de prison. Le silence s'installait plus que jamais. Il regardait sur son téléphone une vidéo du discours de Scarlett lors du gala. L'éclat de ses yeux. Sa grâce naturelle. La façon dont les gens l'écoutaient. Il murmura ces mots à voix haute, presque pour lui-même. « Tu n'es plus une épouse. Tu y es un bullet. » Des ordures dans une jolie boîte. Elles résonnèrent comme une malédiction. Il laissa tomber le téléphone. Et à cet instant, Jonathan Stone, milliardaire, bâtisseur d'empire et chasseur d'images, comprit enfin. Il n'avait pas seulement perdu Scarlett. Il ne l'avait jamais mérité. La pluie tomba drue cette nuit-là. Des trompes d'eau battaient contre les baies vitrées de l'appartement de Jonathan. Les vitres étaient striées des lumières floues de la ville déformées par l'orage. Il était assis dans le noir, enveloppé dans le silence dont il jouissait autrefois. Autrefois, il symbolisait le contrôle, la paix, la solitude. Maintenant, il lui semblait comme un vide. Chaque recoin de l'espace était hanté par l'absence. Le rire de Scarlett. Le doux bruissement de ses pieds sur le parquet. La façon dont elle fredonnait pour elle-même en arrangeant des fleurs fraîches. Même après des nuits blanches. Tout a disparu.
Le scotch intact qu'il tenait à la main tremblait légèrement tandis qu'il parcourait les pages de son téléphone. Un autre article. Une autre photo. Écarlate, radieuse. Debout aux côtés d'une rangée de femmes devant le tout nouveau Scarlett Event Center. La légende disait « d'abandonner à invincible ». Scarlett Stone lance le premier centre de réinvention pour femmes de New York, destiné aux victimes d'abandon financier et émotionnel. Elle était là, souriante, pas seulement en train de poser. Vraiment souriante. Ni pour lui, ni pour personne d'autre. Pour elle-même. Il a fait défiler la page plus en profondeur. Des photos du gala. Des gros titres. Éloges du public. Interview d'investisseurs. L'un de ses anciens membres du conseil d'administration siège désormais au conseil consultatif de Scarlett. Un autre courriel de son agence de relations publiques est signalé comme urgent. D'autres sponsors se retirent. Les actionnaires demandent une réévaluation de la direction. Il ne l'ouvrit même pas. Il se contenta de s'adosser au fauteuil en cuir qu'il avait autrefois déclaré digne du trône, l'ironie désormais étouffante, et fixa son reflet dans le verre noir. Ce qui lui renvoyait son regard n'était pas celui d'un roi. C'était un homme en train de se défaire. Pendant des années, il a cru que la peur gardait les gens fidèles. L'argent les maintenait attachés. L'image les protégeait. Mais Scarlett avait détruit cette illusion. Elle était repartie sans rien et avait tout créé à partir de cela. Et lui, il était parti avec tout et s'était retrouvé sans rien. Même Cassandra, qui s'accrochait autrefois à lui comme une bouée de sauvetage, avait disparu. Pas même un mot. Juste un placard vide et une fuite d'histoire qui le dépeint comme un escroc peu sûr de lui se cachant derrière sa fortune. Il avait bâti son empire comme une forteresse. Maintenant, chaque mur résonnait. Le lendemain matin, il reçut par la poste une simple enveloppe sans prétention. À l'intérieur se trouvait une invitation gravée en relief. On pouvait y lire « Gala du Havre écarlate ». Célébration inaugurale. Hommage aux femmes qui reconstruisent sur des ruines. L'écriture en bas était la sienne. Pas en colère. Pas sarcastique. Simplement, tu as toujours dit que j'étais doué pour organiser des fêtes. Je pensais t'inviter à l'une des miennes. Il rit amèrement, essoufflé. Il ne savait pas ce qui le piquait le plus. Qu'elle l'avait envoyé ou qu'elle n'avait plus l'intention de le laisser compter. Plus tard dans la soirée, de nouveau seul, il ouvrit un vieil album photo de leur début. Une Scarlett souriante dans une robe d'été jaune. Le jour où ils ont signé le bail de leur premier appartement. Son gâteau d'anniversaire surprise. Une photo d'elle endormie, la main sur le ventre, paisible. Il ferma l'album, les yeux humides. Non pas parce qu'elle était partie. Parce qu'il lui avait facilité la tâche. Et parce que maintenant, il réalisait trop tard, elle n'avait jamais été sa faiblesse. Elle avait toujours été sa force. La salle de gala vibrait d'une élégance discrète. Des draperies couleur crème flottaient sur des plafonds aux bordures dorées. Les lustres scintillaient comme des étoiles, et la pièce était remplie non pas de titans de l'industrie, mais de femmes. Fortes, rayonnantes, usées par les combats et en pleine ascension. Chacun avait survécu à quelque chose. L'abandon, la trahison, le silence, la honte. Et maintenant, ils étaient ensemble. Leur présence était une rébellion silencieuse contre toutes les voix qui leur disaient qu'ils n'étaient pas suffisants. Au centre de tout cela se tenait Scarlett. N'étant plus cachée, ne portant plus la douleur comme une seconde peau, elle était vêtue de satin cramoisi profond, digne d'une femme autrefois humiliée pour son nom, et qui le portait désormais comme une couronne. Son enfant, âgé de plusieurs mois, dormait paisiblement dans les bras d'un ami proche, non loin de là. Son équipe bourdonnait de fierté en périphérie, accueillant invités, donateurs, survivants et alliés. Parmi eux se trouvaient des élus municipaux, des responsables de la santé, des thérapeutes et des ouvriers du bâtiment. Des gens qui avaient vu ce que Scarlett avait créé et qui y avaient cru. Ethan se tenait au bar, l'observant avec une admiration silencieuse, sirotant de l'eau pétillante au lieu de vin. Il n'avait jamais essayé de la revendiquer. Il avait simplement marché à ses côtés. Et maintenant, il observait la femme qu'elle était devenue. Intouchable, inébranlable, indéniable. Lorsque Scarlett monta sur scène, la salle tomba dans un silence respectueux. Pas de musique. Pas de flash. Elle seule, debout au centre, avec le léger claquement de ses talons et l'attention de tous les spectateurs. Elle regarda autour d'elle, puis baissa brièvement les mots qu'elle tenait à la main. Puis elle les plia et les mit de côté. Elle n'en avait pas besoin.
Sa voix était claire. Forte. Stable. Quand j'ai été laissé seul, j'ai cru que je ne m'en remettrais jamais. Je pensais qu'être rejeté me rendait inutile. Mais la valeur ne se mesure pas à ceux qui s'en vont. Elle se révèle par la façon dont on s'élève une fois qu'ils s'en vont. On m'a dit que j'étais nul. On m'a dit que j'étais un fardeau. Que je ne survivrais jamais sans l'homme qui m'a abandonné. Mais j'y suis parvenu. Quelques hochements de tête. Quelques larmes essuyées. Scarlett Haven n'est pas qu'un bâtiment. C'est une déclaration selon laquelle les femmes ne doivent pas être définies par leur pire journée, ni par celles qui l'ont quittée. Nous ne sommes pas ce qu'on nous a fait subir. Nous sommes ce que nous en avons construit. Les applaudissements ont fusé, mais elle a levé doucement la main. Il y avait plus. Je ne suis pas ici en victime d'un mariage brisé. Je suis ici en tant qu'architecte d'un nouvel avenir. Pas seulement pour moi, mais pour nous tous. À chaque femme à qui on a dit qu'elle était trop bruyante, trop douce, trop exigeante, trop fatiguée, trop brisée. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes en devenir. Cette fois, les applaudissements ne purent s'arrêter. La foule s'éleva. Sans pitié. Pas par politesse, mais par admiration. Ethan applaudit avec les autres, mais il savait ce que personne d'autre ne savait. L'ascension de Scarlett n'était pas seulement une victoire pour elle. C'était une faille dans le système qui avait réduit les femmes au silence pendant des siècles. Jonathan n'y a jamais assisté, mais il a vu le discours. Il l'a regardé seul, au comptoir de sa cuisine, dans un appartement qui ressemblait désormais à un tombeau. La caméra a filmé Scarlett mid-smile, tenant son enfant dans ses bras après l'événement, entourée de femmes qui la regardaient comme une héroïne. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas jeté son verre. Il est resté assis là, silencieux. Car le regret ne vient pas toujours par le feu. Parfois, ça s'installe comme de la cendre froide. Lord, permanent. Et Scarlett, elle ne pensait plus à lui. Des mois plus tard, Scarlett arpentait les couloirs ensoleillés de Scarlett Haven, saluant le personnel et les nouveaux résidents. Le centre s'agrandissait. Des projets d'ouverture de succursales dans 3 autres villes sont en cours. Un livre est en préparation. Un podcast est également en préparation. Une bourse d'études. Mais surtout, un héritage. Son enfant roucoulait doucement dans ses bras tandis qu'elle passait devant une fresque peinte par un artiste réside. Un phénix renaissant de ses cendres. En dessous, une citation gravée sur le mur. Elle se souvint de qui elle était, et la donne changea. Scarlett Surratt. Elle ne se rappelait pas seulement qui elle était. Elle était devenue tout ce qu'elle avait toujours été censée être. Nous voici arrivés à la fin de l'histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Aimez ma chaîne YouTube et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires intéressantes.